Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78. Voici les principaux titres de ce 24 septembre. Tableau numérique, tablette, Elancourt se veut ville pionnière des nouvelles technologies à l'école. Et ce matin, le maire de la ville a reçu le recteur de l'académie afin de faire un bilan, mais aussi d'évoquer de nouvelles pistes. Jusqu'au 29 septembre, 600 acteurs mobilisés en Ile-de-France afin de réaliser sur le terrain des flash tests. Ce dépistage rapide et gratuit du VIH. Dans l'Hexagone, on estime à 50 000 le nombre de personnes ignorant vivre avec la maladie. Invité de cette édition, le président de l'association HF Prévention qui participe à l'opération dans le département. Et nous parlerons environnement à la fin de ce journal avec un reportage sur l'envers du décor d'une station d'épuration. Comment sont traitées les eaux usées? Réponse à Morpa. L'image du jour à présent, l'image de ce 24 septembre, elle est signée Olivier Maniscalco et le tournage d'un téléfilm qui se déroule actuellement à Saint-Quentin jusqu'au 8 octobre. La réalisatrice Claire de la Rochefoucauld, qui a déjà signé plusieurs épisodes de la série télé RIS Police Scientifique, prépare Vogue la vie pour France 2, avec notamment la comédienne Virginie Hoc qui a joué dans Incognito avec Franck Dubosc et Benabar. Il y sera question cette fois-ci de femmes opérées du cancer du sein et de leur parcours pour reprendre goût à la vie. Une comédie sociale et sentimentale annoncée par la société Dockside Productions. Ce sera à découvrir sur les écrans de France Télé en 2014. Elancourt, ville pionnière dans le domaine des nouvelles technologies à l'école, a reçu aujourd'hui la visite du recteur de l'Académie de Versailles. Tableau numérique, tablette également. Et maintenant, robot humanoïde. C'est la dernière innovation en date et Yolène Torres et Elodie Moine ont fait sa connaissance. Bienvenue à l'école du berceau d'Elancourt. Comment allez-vous, monsieur le recteur ? Nous voici à l'école numérique d'Elancourt. Des robots appelés Nao viennent de faire leur rentrée et peuvent raconter des histoires. Moi, avec mon bonnet de nuit, nous nous apprêtions à faire un bon somme. Quand, au dehors, sur la pelouse, il s'élevait un grand vacarme, je bondis hors du lit pour voir ce qui se passait. Ici, on a franchi le pas de l'ère numérique depuis 10 ans déjà. Aujourd'hui, la ville va encore plus loin avec ce tout nouveau robot. Objectif, développer le goût des sciences de l'ingénieur chez les enfants. Les enfants vont le programmer et donc dès que vous faites un travail et que vous voyez le résultat tout de suite, un robot qui change de comportement, vous imaginez, pour l'apprentissage c'est idéal, c'est très concret. Et vous développez l'intelligence logico-mathématique. Autre innovation de la rentrée, 2000 tablettes numériques pour tous les élèves de l'école élémentaire. Chacun y stocke ses propres lectures, ses poésies, mais aussi des documents audio et vidéo. Un outil très pratique, mais qui ne remplace pas nos bons vieux cahiers. Les enfants doivent continuer à écrire, c'est très important de continuer à écrire. Donc c'est un support supplémentaire. Ils ne travaillent pas tous au même rythme, ils n'ont pas tous acquis les compétences tous en même temps. Donc moi par exemple je peux varier, choisir les exercices. Donc là ça va personnaliser, oui, mais dans le bon sens. À terme, les élèves pourront même emmener leur tablette à la maison, mais uniquement pour travailler sur leurs leçons. Et que pensez-vous justement de cette idée de distribuer des tablettes numériques dès le plus jeune âge à l'école? Cela peut-il aider, faciliter l'apprentissage? C'est notre question du jour, vos réponses. Futile, très futile. Je pense qu'il y a suffisamment d'écrans de télévision pour les enfants, pour ne pas qu'on en rajoute à l'école. Pour moi, personnellement, ça n'a aucun intérêt. À 3 ans et demi, à 4 ans et demi, on en faisait débat lors de la réunion des parents d'élèves. Je trouve que c'est pas du tout utile. À partir de 6 ans, à la rigueur. C'est utile. Parce que je pense que c'est nécessaire actuellement d'avoir ça. Donc je pense que plus tôt on démarre, mieux ça peut être. C'est beaucoup trop jeune. Si on les passe tout de suite au numérique, après ils vont plus savoir se servir d'un crayon, d'un bout de papier. Enfin, je trouve que ça serait dommage, quoi. Ça fait un peu jeune, surtout que bien souvent à la maison ils ont la tablette des parents ou des grands frères, des grandes sœurs. Donc ils ont déjà à la maison. Donc si déjà ils l'ont à l'école en plus, enfin, ça fait beaucoup. Alors que le Mali est toujours marqué par le récent conflit militaire en France, on se penche sur son avenir et sur les ressources qui lui permettront d'aborder au mieux une période de transition. À Trappes, dans les Yvelines, une rencontre débat était ainsi organisée par une association. Le thème, la culture du coton. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Samedi dernier à Trappes se tenait une rencontre ciné-débat sur le thème de la culture du coton au Mali. Un documentaire réalisé par Jean-Michel Rodrigo était projeté pour évoquer les difficultés que rencontre le pays africain face à un concurrent de poids, les États-Unis. Cette bataille du coton qui ressemble à celle de David contre Goliath oppose d'un côté les minuscules lopins de terre des pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres du monde
De l'autre côté, les champs qui s'étendent à perte de vue du géant américain aux moyens imposants. Le but de ce film, c'est de faire entendre la voix des paysans afin qu'ils puissent bénéficier réellement du fruit de leur effort. Et de dire aux Américains que leur subvention est en train de décimer la population paysanne au Mali, les villageois qui n'ont pas d'autres ressources que le coton, et plus les États-Unis subventionnent le coton, plus la famille malienne se disloque, plus la pauvreté devient grande, moins d'enfants vont à l'école, il n'y a pas de santé. Vraiment, la subvention est une véritable catastrophe pour les paysans du Mali. Je n'étais pas au courant par rapport au coton, par contre, j'étais bien au courant de la situation de ce qu'a vécu la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc c'est plus par rapport au peuple, disons, que je m'intéresse, mais je ne savais pas qu'il y avait cette difficulté au niveau du coton. Il faut continuer, au contraire, c'est important d'ouvrir un petit peu les yeux des Français en général aux problèmes de l'humanité. Après la projection du film, était organisé un défilé de tenues maliennes et une démonstration traditionnelle de fileuses de coton, comme pour illustrer un peu plus le déséquilibre entre les deux pays. À noter que le Mali est à l'honneur dans les Yvelines. Ce pays est l'invité d'honneur des 5e assises Yvelines, partenaire du développement, qui se tiendront à Marly-le-Roi le 12 octobre prochain. Politique et les deux principales formations qui s'organisent dans le département pour les municipales. Tout d'abord, l'UMP qui vient d'officialiser la candidature de Ladislas Skoura à Guyancourt. Jeune avocat au civil, il se présente également sous les couleurs de l'UDI. C'est sa première candidature. La tâche s'annonce difficile pour lui. Aux précédentes élections, le maire sortant, le socialiste François Deligné, avait totalisé 73% des suffrages au premier tour. Côté PS, justement, les potentiels candidats à l'investiture dans les Yvelines avaient jusqu'à hier minuit pour se faire connaître auprès de leur fédération. Les primaires se tiendront ensuite le 10 octobre dans les sections locales. 4 candidats sont cependant déjà investis afin d'avancer dans leur campagne. C'est le cas de Bernard Ansart à Plaisir qui entend profiter au passage de la démission de Joël Regnault pour son adjointe en cours de mandat. En revanche, la situation est plus compliquée à Morpa, notamment où le secrétaire de section Hervé Miclot et le conseiller général PS Ismaël Havane sont en concurrence. Semaine de dépistage du VIH en Ile-de-France jusqu'au 29 novembre. L'opération a été lancée hier à Paris en présence de Claude Évin, le président de l'Agence régionale de santé, également de Jean-Luc Romero, président du Centre d'information de prévention du sida dans la région. Une opération particulière puisqu'elle se veut la plus importante jamais réalisée à l'aide de flash tests. Moins d'1 minute suffit pour obtenir un résultat. Sur le terrain, concrètement, 110 sites accueillent le dispositif. Notre invité ce soir, Jérôme André, bonsoir à vous. Président d'HF Prévention, une de ces associations partenaires. Vous allez aller à la rencontre du public à Saint-Germain ou encore à Mantes tout au long de la semaine. Mais pour débuter, je vous propose d'écouter Claude Évin et Jean-Luc Romero nous parler de ce rendez-vous. Le flash test, c'est d'aller au plus proche des gens, et notamment des populations vulnérables, pour leur permettre de se faire dépister, d'avoir des informations et de les rapprocher du système de santé. On sait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont beaucoup de mal à approcher le système de santé, pour des raisons qui sont parfois difficiles à comprendre. Aujourd'hui, il faut leur montrer que savoir, c'est mieux que de ne pas savoir. Et que, vous savez, moi, j'ai appris ma séropositivité il y a 25 ans, il n'y avait pas de traitement. Je comprends qu'à ce moment-là, les gens avaient peur parce que quelque part, c'était comme un arrêt de mort. Aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre et survivre avec le sida, même si ça reste une maladie mortelle. Et donc, il faut que ces populations comprennent, que chacun comprenne qu'il vaut mieux savoir que de ne pas savoir. Au-delà de cette semaine de sensibilisation, il est possible d'avoir accès à ce test de dépistage rapide auprès d'associations qui ont été agréées, qui ont été formées pour pouvoir faire ces tests et d'autre part pour pouvoir accompagner et donner l'information à la personne qui serait identifiée comme étant séropositive. Et ces associations, leurs références sont accessibles sur le site de Sida Info Service ici dans la région. Donc cette semaine est une semaine de sensibilisation, mais tout au long de l'année, l'accès aux tests rapides est possible. On vient d'entendre donc 2 de ces acteurs de cette opération de flash test de dépistage rapide du sida. Jean-Luc Romero disait que certaines personnes avaient peur de savoir. Est-ce que c'est votre avis? Vous le constatez sur le terrain? Alors oui, effectivement, c'est vrai que les gens ne souhaitent pas savoir et c'est pour ça que c'est important aussi d'emmener le dépistage au plus proche des populations. C'est ce qu'on fait nous aussi toute l'année, comme le disait Claude Évin. On fait ça toute l'année parce qu'à un moment donné, savoir, c'est aussi pouvoir mieux accepter le soin, mieux se rendre donc sur
de l'accès aux soins et ça reste primordial aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement ces flash tests? On en avait déjà parlé sur ce plateau, mais on peut peut-être rappeler le procédé. Alors donc flash test, c'est toute l'année chez HF Prévention. Nous on le propose sur des lieux de rencontre extérieurs, on le propose aussi sur les centres commerciaux, les universités, les cœurs de cité. Et l'idée c'est effectivement qu'en 1 minute, alors 1 minute c'est le temps de la manipulation du test, on est au courant si la personne effectivement est séropositive ou non. 1 minute c'est le temps du test, mais il y a un petit entretien qui dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ça peut être des fois plus long en fonction aussi des besoins de la personne, puisque l'idée c'est de faire de la prévention et donc de la réduction des risques, outre le fait de dépister donc des gens. C'est fiable? C'est fiable, c'est aussi fiable qu'en laboratoire, on ne cessera jamais assez de le dire. C'est important que les gens se fassent dépister. C'est comme si on avait apporté un laboratoire en version rapide sur des lieux où effectivement des lieux de vie. Hier, on a fait ça et vous êtes venu le filmer à Saint-Quentin en Yvelines. Espace Saint-Quentin nous a encore ouvert donc ses portes. On fait ça aussi des fois à la fac de Saint-Quentin. Vendredi, on fera ça au marché du Val-Fouré et on souhaite être vraiment au plus proche des publics qui pour nous aussi sont parfois des publics cibles. Et on sait que en général, un centre de dépistage fait 0,2% de personnes donc séropositives. Nous, sur les centres commerciaux et les universités, on est à 1,5%. Effectivement, hier, on a dépisté des personnes séropositives. C'est jamais agréable d'entendre qu'on est séropositif. Et pourtant, il gagne aussi en espérance de vie le fait d'être mis sous médicaments et de pouvoir être traité. Effectivement, ça permet d'avoir un traitement et de pouvoir vivre donc plus longtemps. Donc on augmente ce qu'on appelle la durabilité. Le dépistage qui est gratuit, on va le repréciser également. Anonyme et gratuit. Oui. Anonyme et gratuit. On apprend très rapidement sa séropositivité. Le plus difficile, c'est sans doute de se l'entendre dire. Vous nous expliquerez comment vous annoncez justement ces résultats juste après cette autre interview de Jean-Luc Romero, le président du Centre d'information et de prévention du SIDA en Ile-de-France. Beaucoup de ces tests sont faits souvent par des militants associatifs, par des personnes qui sont parfois concernées par cette maladie et qui en plus ont les mots. Parce que vous savez, faire un test, c'est toujours quelque chose de très difficile. En plus, vous pensez que vous pouvez être séropositif. Et vous avez souvent en face de vous, et en tout cas dans cette opération, des gens qui savent ce que c'est. Souvent que d'apprendre une séropositivité parce qu'ils l'ont parfois appris eux-mêmes. Donc je crois que c'est, en tout cas, c'est très sécurisant pour ça chacun. Et j'espère que beaucoup vont faire ces tests durant cette semaine. Les personnes que vous accueillez sur ces différents sites pour le dépistage, vous les prenez en charge aussi moralement? Il y a tout un accompagnement. Bien sûr. Non seulement il y a un accompagnement, mais en plus on va les emmener directement aux soins. Par exemple, hier, effectivement, on a pris directement des rendez-vous, peu importe l'heure. On a des professeurs qu'on connaît principalement sur Paris qui acceptent de prendre des gens qu'on a dépistés un peu en urgence, entre guillemets. Donc dès le lendemain, ce sont des gens qui sont pris en charge et mis dans le circuit de soins pour qu'effectivement ils puissent être mis sous une trithérapie, puisqu'aujourd'hui on meurt toujours du sida. C'est important de le dire, sauf quand on est bien dépisté et qu'on va vers le soin, vers donc les médicaments. Jean-Luc Romero, qui est d'ailleurs président d'honneur chez HF Prévention, disait vrai, effectivement, nous à HF Prévention, il n'y a pas de médecin. Ce sont donc des personnes qui sont bénévoles ou salariés qui sont habilités à ça et qui, effectivement, sont formés et habilités à pouvoir faire donc ce type de test. Vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, mais quels sont les types de lieux sur lesquels vous intervenez? Le but, c'est d'aller rencontrer le public. On le rappelle, ce sont des dépistages qui se déroulent sur le terrain, ce ne sont pas dans les hôpitaux. L'hôpital vient directement au public, le test vient au public, vous intervenez où? Donc nous, on emmène les centres de dépistage aussi anonymes et gratuits, notamment durant flash test, pour que les médecins sortent un petit peu de l'hôpital, et on intervient donc sur des parkings, forêts, aires d'autoroute. Ça, c'est notre spécificité. On va sur les lieux de rencontre extérieurs et on intervient aussi depuis peu sur tout ce qui va être cœur de cité, au pied des immeubles de cité où il y a beaucoup de migrants. On va intervenir aussi en université. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de prostitution dans les universités, plus de 2% des élèves quand même. Et on vient maintenant aussi donc sur les centres commerciaux, et effectivement c'est important parce qu'on se rend bien compte que sur des centres commerciaux, c'est aussi des lieux de vie et c'est aussi des lieux où les gens ont besoin de se faire dépister. Il y a des lieux de rencontre également que vous avez évoqués. On a vu quelques images il y a quelques instants sur l'un de ces lieux de rencontre, des lieux de consommation de sexe où vous intervenez pour rappeler aussi Alors ça, la effectivement, nécessité de se cœur protéger. De métier, et c'est important, on le dit jamais assez. Les gens pensent que ce sont des gays qui vont sur ces lieux de rencontre
rencontres extérieures. Je rappelle quand même qu'à 80%, ce sont des hétérosexuels pères de famille et que du coup, la prévention est importante parce qu'ils ne sont pas habitués à mettre le préservatif. Ce ne sont pas des publics qui sont habitués à rentrer chez eux avec des préservatifs. Le dépistage, forcément, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'élément essentiel, le préservatif, forcément. C'est ça, exactement. Et c'est important donc de réduire les risques. Et la prévention n'est qu'un outil aussi pour réduire les risques. Vous êtes intervenu sur le terrain hier à Saint-Quentin en Yvelines, notamment. Je vous propose de voir comment se passe concrètement le travail d'HF Prévention. L'un de ces flash tests, c'était à Saint-Quentin hier. Bonjour, on propose un test de dépistage rapide, c'est anonyme, c'est gratuit et la réponse est immédiate, si ça vous intéresse. Non, je me sens pas bien déjà. Une piqûre sur le doigt et la réponse est donnée immédiatement. L'association HF Prévention va directement chercher les gens pour leur proposer un test de dépistage. On va commencer le test. Vous voyez, tout est unitaire. 2-3 gouttes de sang sont prélevées puis mélangées à des réactifs. 1 minute après, la personne sait tout de suite si elle est séropositive ou non. Comme j'avais déjà fait mon test il y a 6 mois, je n'ai pas d'appréhension. Je vais faire le test quand même pour savoir si depuis il n'y a pas eu de changement. Moi, je suis passé ici par hasard, je ne savais pas qu'ils y étaient. Ça me permet de faire un test plus régulièrement parce que des fois j'y pense mais j'ai pas le temps, alors que là, ça prend 1 minute, c'est un test qui est extrêmement rapide. Avant cela, passage obligé avec les animateurs de l'association. Ils rappellent quelques règles de prévention et de réduction des risques. Dans un centre de dépistage classique, 2 personnes sur 1000 ont été dépistées séropositives depuis le début de l'année dans le département. HF Prévention, en se déplaçant sur les universités, les cœurs de cité ou les centres commerciaux comme ici, en a dépisté en moyenne presque 10 fois plus. On se rend bien compte que le centre de dépistage anonyme et gratuit, c'est quand il y a une prise de risque que les gens y vont, ils n'y vont pas forcément spontanément. Or aujourd'hui, il y a entre 50 et 60 000 personnes qui sont séropositives mais qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Dans le cadre de la semaine Flash Test, l'association continue son périple jusqu'à dimanche. Ce mardi, elle sera à l'étang du Cora à Saint-Germain-en-Laye jusqu'à 21h. D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à tourner le mot à tous vos amis et tout ça. Je leur dirai de passer. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir. HF Prévention qui intervient donc encore aujourd'hui, on l'a entendu dans ce reportage. Reprécise aussi que vous serez à Saint-Germain-en-Laye, ce sera jeudi et ensuite sur le marché du Val-Forêt. Exactement. Voilà, du côté de Mantes-la-Jolie. On revient juste sur l'opération qui s'est déroulée hier. Quels ont été les résultats? On a fait à peu près 109, enfin on n'a pas fait à peu près, on a fait 109 dépistages. Alors effectivement, on a eu 2 positifs. Donc c'est toujours compliqué d'annoncer donc des séropositivités, mais effectivement après les personnes sont mises sous traitement. Donc ce qui est quand même important. Et on sait déjà que les personnes ont été prises en charge, donc ce qui est quand même primordial. Et donc c'est des personnes qui effectivement après doivent annoncer aussi à leurs conjoints, donc c'est jamais facile. Souvent on a des personnes qui sont dépistées et après on a les conjoints qui viennent nous voir ou qui sont après mis dans la boucle ou pas. Mais après, quel est le profil justement? Il n'y a pas de profil type adressé parce que tout le monde est concerné forcément. Il y a un profil type qui est donné par le ministère. Donc on va proposer un test à l'ensemble de la population et après effectivement on peut en fonction de ça cibler. On sait par exemple que pour vous donner quelques chiffres sur ces lieux de rencontre, on a donc les lieux de rencontre extérieurs. On est à 3,87% depuis le début de l'année. Sur les centres commerciaux, les universités, on est à 1,5% et sur les zones de prostitution type Saint-Germain-en-Laye, etc. On est à 8% depuis le début de l'année. C'est une véritable hécatombe de personnes qui ne connaissaient pas leur statut sérologique et qui sont séropositives. Donc là, c'est 50 000 personnes en France qui ne connaissent pas ce statut, qui portent la maladie. Mais les chiffres varient. Des fois, on nous dit 30 000, 40 000, 50 000, 70 000. Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Ce qui est sûr, c'est que pour se protéger, il faut effectivement se protéger. C'est une première chose. Connaître son statut sérologique, c'est quand même super important. Nous, on est des créateurs à la limite d'événements sur ces centres commerciaux, ces universités où on crée le moment où on n'avait pas prévu de se faire dépister et boum, on va se faire dépister. Et ça, c'est important. Et du coup, ça permet vraiment que les gens connaissent leur statut sérologique très rapidement. Parce que sinon, effectivement, au centre de dépistage, il y a effectivement une semaine d'attente. Je rappelle quand même qu'à l'Institut de promotion de la santé, sur rendez-vous, vous pouvez appeler HF Prévention. Sur rendez-vous le matin, on peut vous recevoir pour faire un test rapide. Donc ça, c'est toute l'année. Donc, faut pas hésiter. Le PS attrape. Donc, en dehors de cette opération Flash Test 2013 qui est menée sur la région, vous pouvez bien évidemment
également contacter l'association, l'IPS, l'Institut de promotion de la santé. Les informations pratiques qui sont affichées à l'écran. Flash Test 2013, c'est une opération qui est aussi menée dans d'autres régions, en Guyane, dans le PACA, Rhône-Alpes également. Le tout début de l'opération, c'était en Île-de-France l'an dernier. Exactement. Le bilan avait été plutôt bon. Ça veut dire qu'il y aura tous les ans ce type d'opération pour Alors, au départ, c'était 6 d'actions. C'est important de le rappeler. Pierre Berger avait souhaité monter une semaine de dépistage et avait demandé aux opérateurs, en l'occurrence à Chef Prévention, mais aussi Aide, de bien vouloir se mobiliser en faveur du dépistage. Ce que nous avions fait très rapidement. On avait mobilisé grandement nos équipes là-dessus. Ça a tellement remporté un vif succès en Île-de-France qu'effectivement, le ministère a souhaité récupérer l'événement parce qu'à un moment donné, c'est important aussi de le pérenniser. Et donc, visiblement, ça sera tous les ans. L'idée, c'est aussi que ce soit dans tous les départements, dans toutes les régions. Parce que là, c'est vrai ça touche que 4 régions, ouais, mais bien évidemment. C'est pas suffisant. Alors, je pense que c'est le temps que la machine se mette en route. Nous-mêmes, l'année dernière, on avait fait plus de 600 dépistages, 681 dépistages. Cette année, sur l'ensemble de l'année, on est presque à 2000 dépistages. Donc, c'est vrai que du coup, il y a une montée en puissance des dépistages rapides. Et c'est pour ça que c'est important de dire que les dépistages rapides promotionnent les centres de dépistage. Parce que du coup, il y a un centre de dépistage à Trappes, à l'Institut de promotion de la santé, le jeudi soir à partir de 17h. Et on recherche aussi beaucoup de bénévoles. Plus ces opérations prennent de l'énergie et beaucoup de temps, plus effectivement on a besoin de bénévoles qu'on forme donc aux L'appel frais. Est lancé, vous en avez profité et vous avez bien fait. Il faut le faire, c'est gentil. Merci Jérôme Andé, président d'HF Prévention. Et puis on rappelle ce message qui est devenu désuet, mais il ne faut pas l'oublier, sortez couvert, c'est tout simple, ne pas oublier, c'est la meilleure des préventions. Merci à vous. Merci à vous. Santé toujours, Santé Active, le dispositif de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui propose à des assurés sociaux en bonne santé des informations pratiques et des ateliers, par exemple autour du cœur, du dos, de la nutrition, fête son 1000e adhérent. Un résultat encourageant pour ce dispositif qui mise sur l'idée qu'il faut mieux prévenir que guérir. Objectif à présent, franchir le cap des 1500 adhérents d'ici la fin 2013. Santé Active dispose d'une antenne à Poissy, à Versailles et prochainement à Saint-Quentin en Yvelines. Sentez-vous sport, deuxième édition, un rendez-vous qui entend démontrer la capacité du sport associatif à tisser du lien partout en France dans un esprit de rencontre et d'animation pour tous les publics. À la base de loisirs, les sportifs curieux ont découvert le PTK, un filet de badminton, un volant, mais pas de raquette. Le reportage d'Anthony Reich. Rassurez-vous, votre téléviseur est bien réglé. Ces 4 joueurs n'ont pas de raquette. Et pourtant, il semble bien sur un terrain de badminton, mais il s'essaye à la PTK. Ça se joue avec un filet de badminton et le principe c'est d'arriver à marquer le point en faisant passer le volant de l'autre côté, donc du filet, avec un maximum de 3 passes de chaque côté du terrain. Pour marquer un point, il faut que la PTK, ce gros volant à plumes, touche le sol. Et ici, c'est la paume de la main qui sert de raquette. Même si la précision n'est pas toujours au rendez-vous et la main un peu fatiguée après quelques matchs, le concept est adopté. J'ai vraiment découvert aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait, donc vraiment découverte totale aujourd'hui et je pense à refaire sans hésiter. C'est pas plus dur que le badminton et le volley, mais il y a des automatismes à acquérir. Déjà, oublier qu'on n'a pas de raquette dans la main et utiliser uniquement sa main. Donc voilà, ça vient pas forcément naturellement, mais voilà, au bout d'un peu de temps et d'un peu de pratique, je pense qu'on s'amuse assez rapidement. La PTK est originaire du Brésil, mélange de volley-ball et de badminton. Ce sport traditionnel est le plus populaire après le football. Et s'il n'y a pas encore de fédération en France, Nicolas et Muriel entendent bien devenir de vrais smatchers de PTK. Et puisque l'on parle de sport, quelques résultats de rencontres à vous communiquer. Le championnat de France de handball féminin de National 2 ouvrait ses portes ce week-end. Montigny se déplaçait à Plouvorne. Après leur facile victoire en Coupe de France la semaine dernière, les joueuses de Stéphane Paysan sont passées complètement à côté de leur match. Elles se sont inclinées 29-25. En volley, première journée de Régional 1 et le premier derby entre Montigny et Plaisir-Villepreux. Ce sont les Plaisirois qui l'ont emporté. 3-7-1. De son côté, le promu Sartrouville qui avait battu Montigny la saison dernière en demi-finale de Coupe des Yvelines s'est imposé sur le même score. Et enfin, tennis de table, reprise du championnat de France par équipe de National 2 féminin de tennis de table. Dans le duel des prétendants à la montée de la poule D, l'entente voisin Satarnou s'est défait de Saint-Denis à domicile, 8-5. Dans la poule A, Elancourt s'est incliné au Palais des Sports, 8-6 face à Nîmes. Environnement, à présent, pour terminer ce journal. Comment les eaux usées de nos habitations sont-elles traitées avant de se retrouver à l'état naturel ou de redevenir potables? Nous sommes rendus à la station d'épuration de Maurepas afin de tout vous expliquer. Olivier Maniscalco et Anthony Reich.
Depuis 92, la station d'épuration du Siac collecte et traite les eaux usées des communes de Coignères, Elancourt et Maurepas. Eau de lavage ou ménagère, eau des toilettes ou d'origine industrielle, la station peut collecter les eaux usées de près de 47 000 personnes par jour. L'assainissement débute par un pré-traitement où les plus gros déchets sont récupérés. On supprime ensuite les graisses très toxiques et les matières lourdes, comme le sable et la terre. Les eaux usées sont ensuite réparties vers les bassins d'aération où elles passeront 20 heures sur les 24 que nécessite le traitement global. Dans ces bassins, la dépollution est biologique. Ce sont les bactéries que l'on peut apercevoir en surface qui vont servir de filtre. Elles vont se nourrir de la boue présente dans les eaux usées et ainsi éliminer tous les toxiques tels que l'azote, le carbone ou le phosphore. Une fois dégazées, les dernières boues sont éliminées dans le clarificateur. Épurée et traitée, l'eau peut alors rejoindre le milieu naturel où elle sera extraite pour être transformée en eau potable. Après, effectivement, c'est un autre métier qui consiste donc à puiser de l'eau dans les nappes phréatiques et d'en contrôler la qualité pour ensuite les acheminer dans des usines d'eau potable qui, elles, vont poursuivre en fait un abattement biologique des dernières bactéries présentes dans l'eau potable avant de l'acheminer directement dans les châteaux d'eau pour être distribué dans les habitations. Le travail aussi, c'est maintenant d'améliorer en fait la qualité de l'eau qui va être directement rejetée dans les collecteurs. Donc c'est un travail à faire aussi bien auprès des particuliers pour les mettre en conformité, mais également au niveau des professionnels pour les inciter par exemple à piéger en fait certains polluants pour ne pas qu'ils empruntent directement le chemin des collecteurs et arrivent sur la station d'épuration. La mise en conformité de la collecte des eaux usées des particuliers et des professionnels est donc à revoir. Actuellement, le bilan est alarmant puisqu'on estime à 90% le niveau des eaux souterraines polluées. La moitié des eaux et rivières seraient aussi concernées. Fin de cette édition du 7-8 et de l'actu. Je vous retrouve demain en direct à 18 h. Excellente soirée sur TV Fil.